Merci bien, merci beaucoup. Et monsieur le secrétaire perpétuel, vous êtes là le samedi matin à 9 h pour écouter encore les droits de l'homme. Eh bien, c'est magnifique. Et vous aussi, tout ce qui est ici à l'Académie. Donc, voilà, je vais effectivement... Le titre de mon intervention est un peu flou, ça j'en conviens. Il est un peu flou parce que c'est le point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vais évidemment préciser l'objet de mon intervention. Cette matinée, si j'ai bien compris, se déroule sous le titre « Le droit confronté aux faits », que je trouve vraiment très important, le droit confronté aux faits. Alors, dans ce contexte, moi, je vais tenter d'illustrer. Donc, je vais cette fois-ci être très concrète. Je vais illustrer la complexité de la confrontation entre le droit à la liberté d'expression et des situations concrètes à travers des cas récents, dont la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie et qui ont fait l'objet d'un arrêt. Ce sont des affaires, tout simplement, qui mettent à l'épreuve la liberté d'expression. Donc, je vais faire un peu une étude de cas. Je l'ai jamais fait, mais dans les discussions préparatoires à ce colloque, certains avaient dit, mais ça serait bien un jour de mettre les gens qui ont le courage d'écouter tout ça en situation de juger eux-mêmes. Et donc, c'est ce que je vais faire. Alors, dans un premier temps, je vais rappeler ce qui a déjà été rappelé 1000 fois, mais je le fais encore, les fondamentaux du droit à la liberté d'expression garantis par la Convention des droits de l'homme comme socle de la démocratie. Ça, c'était le thème de ces journées. Et puis, je présenterai quelques cas. Que j'ai choisis de manière tout à fait arbitraire, j'en conviens, mais qui soulèvent la question des limites de la liberté d'expression. Et je tâcherai de ne pas dépasser mon temps. Liberté d'expression, socle de la démocratie. Les fondamentaux, répétons-le, la Cour des droits de l'homme le rappelle depuis des décennies inlassablement, la liberté d'expression est un fondement essentiel de la société démocratique, constitue une des conditions primordiales de son progrès, de l'épanouissement de chacun. Anne Decide, 76, vous l'avez dit, mais je crois qu'il faut le répéter tout le temps, comme le catéchisme. Non, au fond, il faut le répéter tout le temps parce que c'est une formule qui doit vraiment avoir de la force. Donc la liberté d'expression, c'est la condition sine qua non d'une démocratie pluraliste. Et ça veut dire que la liberté d'expression a une fonction sociale. Et cette fonction sociale de la liberté d'expression, c'est vraiment la philosophie de base de ce droit à la liberté d'expression. J'en conviens avec vous, madame, que la manière dont l'article 10 est rédigé est un petit peu loufoque. Alors, je ne sais pas si en anglais c'est la même chose. On va vérifier et on va demander aux linguistes de nous aider sur ce point-là. C'est la première fois que j'entendais cette réaction et ça m'intéresse beaucoup. Alors, le fait que la liberté d'expression a une fonction sociale, eh bien, ça veut dire deux choses. D'une part, c'est pas simplement d'abord, c'est certainement pas une protection contre les journalistes. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas non plus une garantie contre les ingérences de l'État. C'est pas simplement un droit subjectif qu'une personne revendique, c'est un principe fondamental, objectif pour la vie en démocratie. Et lorsque tout à l'heure on parlera des limitations, évidemment, gardez ça présent à l'esprit, parce qu'il faut faire le lien entre l'un et l'autre. Et puis d'autre part, la liberté d'expression n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour l'établissement d'une société démocratique. Et Ricoeur, que j'aime beaucoup, dit « Seule est démocratique une société qui se reconnaît divisée ». La liberté d'expression s'inscrit aussi dans ce qu'on appelle la liberté de la pensée. Il y a quand même des liens, là, il y a une articulation, il y a une dialectique, et on pourra en discuter, entre liberté d'opinion, liberté de pensée et liberté d'expression. Ça me paraît quand même un élément important à rappeler, parce que la liberté de pensée, c'est une liberté aussi garantie par la Convention, bien entendu, et qui a une dimension à la fois individuelle, sociale et politique. Et au fond, ça veut dire tout simplement ceci, c'est que la démocratie ne s'accorde pas de la pensée unique. La démocratie ne s'accorde pas de la pensée unique, c'est bien pour ça qu'il faut faire, à mon sens, ce lien entre liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de pensée, ou dans un ordre différent. Je dirais ça, c'est pas important. Alors aujourd'hui, la liberté d'expression, on le sait tous, elle est garantie dans tous les textes internationaux, régionaux, de protection des droits de l'homme. Et le plus récent, c'est quand même la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Je trouve qu'il aurait été vraiment intéressant, puisque nous avons tous vécu l'élaboration de cette charte en 2000, de voir comment effectivement ces questions-là réapparaissent, non pas en 1950, puisque la Convention est une vieille dame, mais en 2000, au moment où on élabore pour l'Union européenne une Charte des droits fondamentaux, ce qui pour moi est un événement quand même assez unique. Alors, est-ce que la liberté d'expression est un droit universel? Oui, la liberté d'expression est un droit universel, mais comme c'est un droit universel, personne n'en a le monopole. Mais en même temps, fondamental, bien sûr, mais en même temps, la liberté d'expression est un droit relatif. C'est un droit relatif, contrairement au droit à la vie, l'interdit de la torture, les traitements inhumains et dégradants, l'interdit de l'esclavage, de la servitude, ce sont des droits absolus.
ce que n'est pas la liberté d'expression. Il n'y a quasiment pas de droit absolu. La liberté d'expression est un droit qui peut être soumis à des limitations. Alors, la question des limites fait l'objet, évidemment, et surtout en Europe. Et il me semble, Guy, parce que toi, tu connais bien la situation est très différente, me semble-t-il, aux États-Unis. Et ça sera intéressant, peut-être dans le débat, puisque tu connais ça, qu'on puisse en discuter. La question des limites fait l'objet en Europe d'un débat passionné, tendu, permanent. Alors, est-ce qu'il faut s'en étonner? Non, moi je ne crois pas du tout, parce qu'il n'y a pas de démocratie apaisée. Il n'y a que des démocraties endormies. Et ça, ce n'est certainement pas un bon signe. Ce n'est certainement pas un beau signe. La démocratie va simplement substituer, enfin simplement, ou de manière très complexe, substituer à l'affrontement, voire à la violence, le débat contradictoire entre des personnes, des groupes qui luttent plus ou moins farouchement, disons-le, pour des valeurs ou des intérêts concurrents. Et le régime de la liberté d'expression et la liberté de la presse aussi, dont on nous a parlé hier, va fixer les règles du jeu de cet affrontement. Il faut fixer les règles du jeu de cet affrontement, et le débat sur ces règles, ces limites de ce qui peut se dire, s'écrire ou s'exprimer, fait partie de cet affrontement. Mais alors, comme tu l'as bien dit tout à l'heure dans l'introduction, comment concrètement et où penser et inscrire ces limites? Comment les inscrire concrètement? Pas simplement dans un discours théorique, mais dans des affaires où effectivement la question se pose et dans des situations éminemment complexes et parfois infiniment plus complexes que ce que l'on trouve, j'ai dit, gentiment écrit dans les livres. Donc la liberté d'expression, et vous l'avez dit, c'est ça le dilemme, c'est vraiment ça le dilemme, c'est que la liberté d'expression s'applique non seulement, on connaît tous cette phrase par cœur, tellement elle a été répétée depuis des années, depuis maintenant presque 40 ans, elle s'applique non seulement aux informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population. Et puis il faut poursuivre la phrase, car ainsi veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'y a pas de société démocratique. Alors cette formule ne doit pas être envisagée ou à se limiter à être une formule incantatrice ou rituelle. Cette formule doit rester, pour moi, la pierre angulaire du contrôle européen. Donc on peut dire aujourd'hui que si la liberté d'expression, c'est un acquis, c'est une évidence, on n'a plus besoin ni de s'expliquer, ni de justifier. Je crois qu'il faut reconnaître aussi, en tout cas moi c'est un peu le sentiment que j'en ai, voilà, je ne vais pas dire qu'il faut le reconnaître, mais moi le sentiment que j'en ai ou la lecture que j'en ai, c'est qu'aujourd'hui des questions cruciales se posent de plus en plus et ces questions se multiplient en ce qui concerne précisément ces limitations. En ce qui concerne ces limitations et des domaines aussi sensibles que le racisme, la religion, la morale. Et à cet égard-là, je me demande effectivement si la liberté d'expression n'est pas aujourd'hui un peu sur une pente glissante. Si elle n'est pas sur une pente glissante, et on sent un peu que au principe qui veut que la liberté d'expression est la règle et les limites l'exception, parce que c'est comme ça que ça se présente, et des exceptions extrêmement encadrées, c'est comme ça que les limitations se présentent. Je me demande si aujourd'hui on ne substitue pas parfois un peu insidieusement le principe inverse. Ça, c'est vraiment mon interrogation. Alors maintenant, j'en viens à ma seconde partie, la liberté d'expression mise à l'épreuve. La liberté d'expression est mise à l'épreuve aujourd'hui, non seulement dans des circonstances exceptionnelles, et ça j'en parlerai dans un moment, mais aussi dans des situations de conflit entre des droits fondamentaux. Et ça c'est une question nouvelle et qui pour moi est absolument passionnante, et je dis qu'elle est passionnante parce que la Cour des droits de l'homme n'a pas encore trouvé vraiment la manière de gérer ces questions-là. Donc c'est un peu une question ouverte. Qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui n'est pas légitime de dire ou de laisser dire? Et c'est précisément pour ça, et ça j'en ai fait l'expérience vraiment fréquente à la Cour des droits de l'homme, c'est précisément pour répondre à ce type de questions qu'on sent très fort la nécessité pour le droit de se nourrir d'autre chose. Et de se nourrir d'autre chose, eh bien, c'est précisément l'objet de ce colloque. C'est pour ça que ce colloque, pour moi, est vraiment intéressant et important. C'est que l'on va examiner, on va faire croiser les approches juridiques, philosophiques, historiques, psychologiques et sociologiques. Parce qu'à ce type de questions, il n'y a pas une réponse unique, c'est évident, et la réponse du droit n'épuise certainement partout, puisque la réponse du droit va devoir se nourrir à des éléments qui relèvent de ces différentes approches. Alors j'ai pris 3 cas, je vous dis c'est tout à fait arbitraire, et donc voilà, pardonnez-moi. Le droit à la réputation, parce que ça c'est un bel exemple de conflit entre les droits fondamentaux, et pardonnez-moi, j'ai choisi évidemment les cas les plus tordus, comme ça vous êtes sûr d'être bien pris au piège. Et puis le second cas, c'est alors la question du
du discours de haine. Et pardonnez-moi parce que je sais que j'en ai déjà parlé, mais je vous expliquerai pourquoi je voudrais en reparler un petit moment ici. C'est parce qu'il y a des acteurs dans cette salle privilégiés de cette question-là. Et puis alors j'évoquerai, ça m'intéresse parce que c'est au fond l'autre versant un peu de la loi Guesseux, on ne s'est pas concerté du tout, mais j'évoquerai une affaire Perinček contre la Suisse qui est vraiment une affaire importante et qui concerne précisément le racisme et le négationnisme, mais de manière, à mon sens, beaucoup plus complexe que la manière dont on le présente traditionnellement. Voilà, droit à la réputation. Droit à la réputation, bonne situation de conflit entre des droits fondamentaux. Liberté d'expression d'un côté, droit à la réputation, qui aujourd'hui est considéré, à tort ou à raison, moi je crois plutôt à tort, mais peu importe, comme étant un élément du droit à la vie privée. Et c'est une affaire Lindon contre France. C'est l'affaire Lindon, etc. et Julie contre France, que vous connaissez évidemment, 2007. Et pourquoi j'ai choisi cette affaire-là? Parce que vous voyez que ceux qui croient que le droit c'est blanc ou noir, eh bien alors vous pouvez choisir d'autres études. Le droit est beaucoup plus complexe que ça. Le droit c'est jamais blanc ou noir absolument, quoi. Et dans cette affaire Lindon, ce qui est bien, ce qui est pour moi une force formidable de la Cour des droits de l'homme, c'est qu'il y a la majorité, c'est la majorité, il faut la respecter, mais il y a des opinions séparées qui peuvent être concordantes et dissidentes. Et donc, lorsqu'on lit les opinions concordantes et dissidentes, eh bien, on voit comment une même question peut faire l'objet d'approches différentes. Et donc, dans cette affaire-ci, il y a précisément ça. Et donc, je me dis que ça, c'est intéressant pour vous montrer, eh bien, voilà, qu'il y a là une discussion en cours. Et la situation, je reconnais, c'est une situation quasiment caricaturale. C'est une situation presque caricaturale de conflit entre des droits fondamentaux. Et le confrère ici à l'Académie, François Rigaud, qui est décédé maintenant au début de cette année, me semble-t-il, il disait très justement la vision unitaire, moniste, pacifiée des ordres juridiques doit aujourd'hui céder la place à l'appréhension d'espaces concurrents ou conflictuels. Et ça, c'est pour moi vraiment un point central. Alors, il ne suffit pas simplement de dire ça, mais comment allons-nous gérer ces espaces conflictuels? Comment la Cour va-t-elle gérer ces conflits entre droits fondamentaux? Et vous verrez à travers cette affaire-ci que, ou bien on peut dire, il y a une hiérarchie entre les droits. La liberté d'expression, c'est plus que la vie privée, ou l'inverse, ou que la liberté de conscience et de religion. Il n'y a pas d'hiérarchie en matière des droits fondamentaux. Ou bien alors on va dire, bon, on va faire une sorte de pondération des intérêts. On va faire une sorte de pondération des intérêts, ce que la Cour aime bien, on va faire la balance. On va faire une balance des intérêts. Mais soyons clairs, comment pouvons-nous faire une balance des intérêts? Faire une balance des intérêts, ça veut dire qu'il y a une échelle commune. Sinon, il n'y a pas de balance, il n'y a pas d'échelle commune. Et selon laquelle il y aurait une importance plus grande ou plus de poids à accorder à tel droit ou à tel autre. C'est ce problème que les théoriciens connaissent bien, c'est que les droits fondamentaux sont incommensurables. Donc, les conflits entre droits fondamentaux posent vraiment des questions difficiles en termes de jugement, des questions extrêmement difficiles. Et je ne dis pas que la Cour soit arrivée encore pour le moment à un résultat parfait. Bien, je reviens à mon affaire Lindon. C'est un livre, c'est un roman, il faut le savoir, qui s'appelle Le procès de Jean-Marie Le Pen. Mais c'est un roman qui quand même est très proche de la réalité et qui relate le procès d'un militant du Front National qui, lorsqu'il collait des affiches, je ne sais plus en quelle année, en compagnie d'autres militants, a tué de sang-froid un jeune maghrébin. Et donc le roman s'inspire de ce fait réel. C'est un roman qui n'a de roman que le nom, et ça inspire de ce fait réel. Et puis, d'entrée de jeu, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce roman, le personnage principal, j'ai oublié son nom, il pose la question de la responsabilité de M. Le Pen et il dit ceci: le président du Front National n'est-il pas responsable du meurtre commis par un de ses militants, adolescent enflammé par ses discours? Et donc, dans ce livre, mais le livre et la couverture, eh bien, voilà le type de question qui est en place. Alors, immédiatement, le Front National et M. Le Pen citent l'auteur et l'éditeur devant le tribunal de Paris pour diffamation. Diffamation sur base de la fameuse loi de 1881 que vous connaissez tous. Et que va dire et le tribunal de Paris et la Cour d'appel et puis la Cour de cassation? Eh bien, deux choses. Et je cite, l'affirmation selon laquelle M. Le Pen n'est, et parce qu'ils prennent des extraits du bouquin, évidemment. L'affirmation selon laquelle M. Le Pen n'est pas président d'un parti politique, mais, et voilà ce qu'on voyait dans le livre, chef d'une bande de tueurs, suivi, qui plus est, de l'assimilation à Al Capone, est diffamatoire. Première observation. Deuxième observation de toutes les juridictions françaises, traiter M. Le Pen comme on le fait dans le livre, comme l'auteur fait dans le livre, pas moi, traiter M. Le Pen comme l'auteur fait dans le livre, et on le traite de quoi? De vampire qui se nourrit de l'aigreur de ses électeurs, mais parfois aussi de leur sang, comme du sang de ses ennemis. Eh bien, cette affirmation, vont dire les juridictions françaises, ça porte atteinte à l'honneur et à la considération du Front National et de M. Le Pen.
Alors voilà, cette affaire, après l'épuisement des voies de recours internes, elle est mûre pour la Cour, elle est mûre pour Strasbourg et elle y arrive. Alors la Cour va utiliser sa méthode classique. Est-ce que cette condamnation est prévue par la loi? Oui, c'est pas de problème. Est-ce qu'elle poursuit un but légitime? C'est toujours un peu la méthode. Est-ce qu'elle poursuit un but légitime? Oui, la réputation et les droits d'autrui, ça figure comme limitation de la liberté d'expression. Mais alors on arrive au point plus difficile. Est-ce que c'est nécessaire dans une société démocratique? Ça, c'est toujours le critère s'agissant de la limitation. Est-ce que c'est nécessaire dans une société démocratique? C'est-à-dire, est-ce que ça répond à un besoin social impérieux et est-ce que c'est proportionné? Donc, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, c'est ça les critères des limitations. Est-ce que c'est nécessaire dans une société démocratique? Un besoin social impérieux et proportionné. Et alors la Cour va dire, eh bien oui, la Cour va estimer de manière discutée et discutable que l'ingérence était nécessaire et qu'il n'y avait pas de violation dans la liberté d'expression de ces deux auteurs. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que la Cour va dire les écrits manquent de mesure. Ces écrits manquent de mesure, donc ces trois phrases que je vous ai citées, ça manque de mesure. Une bande de tueurs, même si c'est dans un roman de fiction, ça ne va pas. Dire c'est un vampire qui se nourrit du sang de ses électeurs, ça outrepasse les limites admises en la matière. Et alors, évidemment, ça se situe dans le cadre d'un débat politique. Ça se situe dans le cadre d'un débat politique. Quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir conserver un minimum de modération et de bienséance. Même si l'homme politique est controversé, il doit bénéficier de la garantie de la Convention. Et puis autour de cette position de la Cour, il y a une opinion concordante. Et l'opinion concordante d'un juge pose exactement la question, comment va-t-on mettre ensemble droit à la réputation et droit à la liberté d'expression? Et alors, c'est sa position et il faut la respecter. Il dit qu'en définitive, aujourd'hui, on protège de manière excessive la liberté d'expression et qu'il y a une sorte de surprotection par rapport au droit à la vie privée et à la réputation et que dès lors, les personnes qui sont victimes de diffamation, eh bien, elles n'ont plus l'occasion de faire valoir leur dignité. Et puis, il y a une opinion dissidente et je ne vous cache pas que j'en étais. Voilà, comme ça, les choses sont claires. Il y a une opinion dissidente et qui va dans un tout autre sens. Et qui va dans un tout autre sens et qui va conclure à la violation de la liberté d'expression de l'indon dans ce cas-là. Et qu'est-ce que l'opinion dissidente va dire? C'est la qualité de la personne préjudiciée. La qualité de préjudicié, c'est une variable qui doit entrer en jeu dans la détermination des limites admissibles. Ça, c'était un des arguments essentiels de l'opinion dissidente. La personne qui fait valoir la diffamation, eh bien, sa qualité particulière ou sa situation particulière, ça doit entrer en jeu. Et dès lors, les personnes publiques, les politiciens, en raison des fonctions dont ils sont investis, ils s'exposent davantage à la critique. Ils s'exposent davantage à la critique, c'est leur fonction, c'est leur rôle, et donc ils doivent être plus tolérants à l'égard des discours polémiques, des insultes. Et en ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, mais alors ça c'est plus lié évidemment à cette situation-là, peut-être un degré de tolérance plus élevé, parce que c'est un homme politique qui est connu précisément par la violence de ses propos. Et puis alors l'opinion dissidente va dire aussi... on ne peut pas prendre ces termes dans le livre comme étant... il ne faut pas les entendre littéralement. Il veut transmettre un message qu'un homme politique, par ses discours, ne peut pas encourager ses partisans à s'engager dans des actes d'une extrême violence. Alors ici, on sent une question qu'on va aborder dans le cas suivant et que vous avez abordé, Monsieur Nemo. La question précisément de la dialectique entre acte et conduite, entre discours et conduite. Comment est-ce qu'on peut articuler ces deux questions-là? Et ça, c'est exactement ici le discours de haine. Alors, pardonnez à tous ceux qui ont eu la gentillesse de venir au mois d'octobre, parce que j'avais évoqué un peu cette question-là. Mais aujourd'hui, j'avoue, la tentation est forte de le reprendre. Pourquoi? Parce que j'ai avec moi Guy Archer, le professeur Guy Archer qui connaît très bien cette mission, et le juge Andra Chaillot, qui dans l'affaire que je vais évoquer était justement dissident, et moi qui étais dans la majorité, je dois maintenant dire qu'il avait raison. Voilà, je le reconnais très franchement, sur ce point-là, il avait raison. Donc évidemment, moi j'avais envie d'en dire un petit mot ici, puisque j'ai les acteurs de cette question. Alors je prends rapidement, c'est la fameuse affaire Ferret que vous connaissez, c'est la fameuse affaire Ferret, c'est un discours de haine, et la Cour va estimer, c'est vraiment au croisement de deux approches. C'est un député, président d'un parti politique d'extrême droite, condamné pour incitation publique à la haine, incitation publique à la discrimination, selon les lois que Guy Archer a reportées tout à l'heure. Et s'il a distribué divers tracts politiques à une peine
C'était des tracts politiques qui, au fond, s'attaquaient beaucoup même, à la communauté immigrée, et le juge, alors assez finement, l'avait condamné à 250 heures de travail d'intérêt général à exécuter dans le secteur de l'intégration des étrangers. Comme ça, il y avait une petite manière de voir quelle était la situation. Et la Cour, dans cet arrêt, dans la majorité, elle va admettre une ingérence dans la liberté d'expression d'un député, ce qui est quand même une chose sensible, en dehors de l'enceinte du Parlement, et elle va accorder une importance particulière au fait que ces tracts ont été distribués dans des contacts électoraux, et donc l'impact d'un discours raciste est plus grand et plus dommageable, et elle va dire qu'il y a un besoin social impérieux. Elle va dire qu'il y a un besoin social impérieux de protéger la communauté immigrée. Et dans le raisonnement de la Cour, je ne l'avais pas mis maintenant, comme vous l'avez évoqué, je dois absolument en parler une minute, c'était toute la question de la dialectique de l'incitation et de l'acte. Lorsqu'il y a effectivement un discours problématique, lorsqu'il y a un discours haineux, j'entends beaucoup, et beaucoup le disent, mais c'est discuté par d'autres, qu'un discours haineux peut provoquer à l'action. Que de croire qu'un discours reste un discours et que des mots restent des mots, ça paraît au fond une vision peut-être un peu idéalisée, et qu'il faut renverser la dialectique, que des mots haineux peuvent provoquer précisément une conduite problématique. Et donc c'est un peu ça qu'il y avait comme philosophie, entre guillemets, si je peux dire, ou comme raisonnement derrière la majorité. Mais cette approche, alors, est discutée, et l'opinion dissidente du juge Chaillot, qui est vraiment intéressante, il faut la lire, lui va développer tout à fait l'autre versant de la problématique. Et il va dire ceci, c'est justement lorsque nous sommes confrontés à des idées qui provoquent notre haine, notre dégoût, que notre jugement doit être le plus réfléchi, dans la mesure où nos convictions personnelles risquent d'influencer nos idées sur ce qui est véritablement dangereux. Et donc, on voit très bien le double versant, on voit très bien le double aspect. Et alors certains auteurs vont ajouter dans le même sens, au fond les mauvaises idées ça n'existe pas, les bad ideas n'existent pas en tant que telles. Et le remède contre un mauvais discours c'est plus de discours et pas le silence. Et là, c'est vraiment un dilemme, parce qu'un philosophe, par exemple, comme Jean-Luc Nancy, il dit la haine peut aller jusqu'à la destruction de l'autre. Voilà, le discours de haine peut aller jusqu'à la destruction et peut engager des actes qui vivent à l'illumination, mais d'un autre, et lui, il dit la haine est tournée vers l'action. Mais d'un autre côté, le danger d'étouffement de la liberté d'expression est absolument évident. Et Guy Archer, le professeur Guy Archer, a fait un très beau commentaire de cet arrêt. Le titre est très beau de ton commentaire. Les périls de la démocratie militante. Et c'est exactement ça, les périls de la démocratie militante. Et alors, dans son commentaire de l'arrêt, Guy Archer dit simplement, il faut réconcilier le combat pour l'égalité avec la passion de la liberté de pensée et d'expression. Voilà, moi je crois qu'on est là vraiment au point. Alors moi personnellement, je pense que le discours de haine doit se combattre par le débat, et que seules les incitations directes à la violence pourraient, à mon humble avis, justifier la limite à la liberté d'expression. Un petit mot encore pour ne pas vous prendre trop longtemps. Ça, c'est une affaire pendante, donc elle n'est pas finie. C'est le fait que chacun est en position de juger. Chacun est en position de juger. C'est une affaire qui a déjà fait l'objet... Ah non, c'est ici, où est-ce que je l'ai mis? C'est une affaire qui a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Chambre. Excusez-moi, mes feuilles ont un peu volé. Voilà. C'est un arrêt qui a déjà fait l'objet d'un arrêt de chambre, mais comme vous savez, un arrêt de chambre peut être renvoyé dans une grande chambre de 17 juges pour une sorte, pas d'appel, mais on peut revoir la situation. Et ça, l'audience a lieu le 28 janvier prochain. Donc si vous êtes à Strasbourg le 28 janvier, allez voir, parce que c'est vraiment passionnant d'aller écouter une audience. C'est passionnant, vous voyez comment le débat se noue, et donc c'est le 28 janvier prochain à 9h. Ici, c'est l'affaire Perinçek. Perinçek, c'est un ressortissant turc. Il a été condamné pénalement pour toute une série de conférences dans lesquelles il mettait en cause, et là je vais être nuancé, l'existence du génocide arménien, et estimant que la qualification de génocide arménien est un mensonge international. Perinçek, et c'est ça qui est important, niait la qualification du génocide, mais ne reniait absolument pas et ne remettait pas en question l'existence des massacres, du grand crime, comme on l'appelle, ne niait absolument pas l'existence des massacres et des déportations d'Arméniens. Et donc la Cour devait de nouveau, comme toujours, examiner si c'était la condamnation pénale en Suisse, qui n'était pas énorme, enfin est-ce qu'elle était nécessaire dans une société démocratique, répondait à un besoin social impérieux et était proportionnée. Alors que disait le gouvernement suisse? Il disait tout simplement ceci, en qualifiant publiquement les Arméniens d'agresseurs du peuple turc, en estimant que la qualification
des événements de 1915 est un mensonge international, Perinček aurait eu des mobiles racistes. Ça, c'était la position du gouvernement. Il visait à réhabiliter les crimes commis, accuser les victimes de falsifier l'histoire, et donc les thèses du requérant, ça ne serait pas un travail s'apparentant à une enquête historique, elle remet en question les valeurs qui fondent la lutte contre le racisme et l'intolérance. Et puis la Chambre, c'était une Chambre 7 juges, 5 contre 2, ils vont conclure le contraire. La Chambre va dire non, il y a violation du droit à la liberté d'expression. Elle estime que le discours de requérant portait d'abord sur un débat public. Ça, c'est un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important. Dans la liberté d'expression, il faut le débat public. Un débat public, à savoir que vous comme moi, nous avons tous droit, vous l'avez dit implicitement, le droit à l'information. On a tous droit d'avoir des informations sur des questions d'intérêt général. Et ici, c'est bien sûr une dimension d'intérêt général évidente. Un intérêt public à s'exprimer sur cette question. Et puis la Cour va alors jouer, enfin pas jouer, excusez-moi, c'est tout à fait, je n'aurais pas dû employer ce mot-là. La Cour va insister sur le fait que ces déclarations ne constituent pas la négation des faits, mais la négation de la qualification en droit international. D'où alors la question de savoir, est-ce qu'il y a un consensus international sur cette question? Est-ce qu'il y a un consensus sur cette question? Et en l'espèce, elle constate que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est essentiellement à partir de là, et là, la Cour, alors dans l'arrêt, qui est vraiment un arrêt, je trouve, très intéressant à lire, va faire la distinction avec la négation de crimes de l'Holocauste, en disant, là, pas du tout, là, au contraire, ça repose sur des situations concrètes dans lesquelles il y a un consensus. Et donc, c'était là la différence qui était faite. Donc, voilà un débat ouvert dans lequel tout le monde est en droit d'avoir sa position. Et on verra comment la Cour va, en définitive, juger ça. Je dirais pour la liberté d'expression, c'est que la libre discussion des questions sensibles, controversées, c'est un aspect de la liberté d'expression, il faut l'accepter, et c'est ce qui distingue la société démocratique des régimes totalitaires. Ça, c'est un argument pour dire, eh bien, il faut respecter la liberté d'expression de Perinček. Est-ce que refuser la qualification légale de génocide, est-ce que ça incite à la haine et à la violence? Certains disent que non. Donc, pas nier le grand massacre, nier la qualification. La liberté d'expression inclut les idées qui chutent, qui heurtent et qui inquiètent, ce qu'on a tous répété et qui est important lorsque on est dans le cadre d'un débat historique où la certitude est improbable. Si la recherche de la vérité historique fait partie de la vérité, de la liberté d'expression, est-ce qu'il revient à une Cour européenne des droits de l'homme d'arbitrer ce débat? La question, évidemment, se pose. D'arbitrer des questions juridiques qui relèvent d'un débat toujours en cours entre historiens. La discussion légale, politique des faits historiques doit être ouverte à tous. Il ne faut pas incriminer pénalement le génocide. On voit qu'il y a toute une série d'arguments en faveur de la liberté d'expression, et alors qu'ils trouvent un appui dans une décision du Comité des droits de l'homme des Nations Unies en 2011, qui a été dans le même sens. Et puis ceux qui estiment non, fait en l'espèce, il n'y a pas de violation de l'article 10, on ne peut pas dire qu'il y a atteinte à la liberté d'expression, et je comprends bien leur argument. Ils disent nier la qualification de génocide, mais tout en admettant le grand crime, comme on l'appelle, c'est un contresens. Voilà ce que les autres vont dire. Nier le génocide revient à nier l'intention qui caractérise le crime. À savoir, c'est pas une intention quelle qu'elle soit, c'est nier, détruire une partie d'un groupe national, ethnique ou religieux. Nier cette intention spécifique, c'est nier la réalité des faits historiques établis notamment par le procès de Constantinople. Voilà, j'ai piqué un peu, pick and choose, comme on dit. J'ai un peu pris une série d'arguments de part et d'autre parce que le débat est ouvert, le débat est en cours. Et voilà, la Cour des droits de l'homme est avec cette question rudement délicate. Un petit mot de conclusion. Liberté d'expression, est-ce que c'est un droit prééminent? Moi, je n'aime pas cette idée de droit prééminent parce que je n'aime pas la hiérarchie entre les droits fondamentaux. Donc, je ne dirais pas que de jure en droit, il faut dire que c'est un droit prééminent qui est au-dessus de tous les autres. Non. Non, je crois que est-ce que c'est supérieur à la liberté de pensée, de conscience et de religion? Non, moi je pense simplement que la liberté d'expression, en fonction de sa philosophie même, doit avoir un régime cohérent, un dispositif d'ordre public cohérent, ferme, précis, pour, d'une certaine manière, sanctuariser les espaces publics de discussion et en faisant autant que possible obstacle aux tentatives d'ingérence, de limitation des autorités publiques, y compris le pouvoir judiciaire. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit un régime qui doit valoriser des droits subjectifs les uns aux dépens des autres, mais sauvegarder une condition essentielle sans laquelle il n'y a plus de démocratie ni de société libre. Et donc, les positions fortes de ceux qui soutiennent et visent à garantir la liberté d'expression la plus large, j'avoue que j'en suis
se fondent sur une conviction qui est aussi, je reconnais, un pari, qui est un pari, c'est le pari de la vertu du débat public. Ça, c'est pour moi le point central. C'est un pari audacieux, je sais, c'est un pari risqué, je sais, mais je crois que c'est nécessaire si on veut sauvegarder l'édifice qui est quand même toujours fragile de nos libertés. Voilà, merci beaucoup.